assez récemment quand même, hein, avec Sébastien, ça fait peut-être 6 mois à peu près, même si on avait eu des échos depuis un peu plus d'1 an, c'est qu'on a chez les personnes qui sont vaccinées un champ électrique qui est vraiment perturbé. Pour tout vous dire, quand nous on se teste, on a des champs électriques qui sont aux alentours de 2 ou 3 volts par mètre. Donc, proche de notre corps, c'est normal qu'on ait un petit peu de rayonnement électrique. Et voilà, c'est 2-3 volts par mètre, pas plus. Et là, on va voir dans la vidéo qu'on va vous montrer, observation in vivo des champs électriques chez une personne non injectée. Avec ce testeur EMF, nous pouvons mesurer les radiofréquences, en haut à gauche, les champs électriques, en haut à droite, ou les champs électromagnétiques, en bas. Chez ce témoin non injecté, les radiofréquences sont à 0 mW par mètre carré. Les champs électriques se situent entre 1 et 2 volts par mètre, et les champs électromagnétiques sont compris entre 0,3 et 0,4 milligauss. Observation in vivo des champs électriques chez une personne injectée. Ici, chez une personne injectée, nous constatons une modification significative sur le bras, notamment au niveau du champ électrique. Nous mesurons un champ électrique important chez cette personne, compris entre 63 et 70 volts par mètre. Donc voilà, là c'est un petit extrait de quelques observations qu'on a pu faire. Ce sont des petits essais qu'on fait de temps en temps pour corroborer en fait nos observations avec les micropuces et les micro-antennes. On a bien un champ électrique qui est relativement perturbé chez pas mal de personnes qui ont été vaccinées. Quand on arrive à des valeurs de 70 volts par mètre au niveau de la peau d'une personne, donc qui est émise par la personne, on se retrouve donc du coup en zone de danger. Mais en fait, ça vient pas d'une antenne 5G qui a été installée à 100 mètres ou à 1 km de chez vous. Donc, c'est quand même quelque chose qui est un vrai problème. Ça veut dire que dans le temps, il y a bien des tissus qui vont souffrir, qui vont en pâtir, obligatoirement. Ce qu'on n'a pas trop vu là dans ces observations, c'est le champ électromagnétique qui lui aussi parfois est perturbé. C'est vrai sur le point d'injection pendant les semaines qui vont suivre l'injection pour le coup. Mais plusieurs mois après, ça commence à s'amenuiser et jusqu'à disparaître quasiment. C'est surprenant, c'est par contre les radiofréquences. Un corps humain n'est pas censé émettre des radiofréquences. Pour le coup, on a observé plusieurs fois des signaux de radiofréquence très brefs, très courts, de quelques secondes. Et là, ça pose question aussi. On a l'impression qu'il y a effectivement des données qui sont émises du corps vers l'extérieur ou l'inverse. Mais le plus important, en tout cas, qu'on ait constaté, c'est vraiment ce champ électrique qui est fortement perturbé et qui dépasse du coup les valeurs admissibles, quoi. Donc, c'est vraiment dingue. On rajoutera que ces phénomènes-là sont corroborés avec d'autres, hein. Les adresses MAC et compagnie, ces adresses MAC disparaissent à chaque fois lorsque les patients injectés se mettent dans l'eau. Et ça, c'est connu, hein. L'eau a toujours été un perturbateur des ondes, de la lumière, du bruit. Donc ça, on le constate maintenant sur les faits. Quand les gens vont dans l'eau, dans la piscine ou dans la mer, leur adresse MAC disparaissent et réapparaît dès qu'ils sortent de l'eau. Tout à fait. On va pouvoir passer à la dernière diapo où on a encore ce sujet-là sur les adresses MAC. Donc, effectivement, c'est l'adresse MAC, c'est un identifiant unique. En fait, quelque part, ça permet de taguer une personne, quoi, de taguer normalement un objet connecté. Tout objet connecté a une adresse MAC, a cet identifiant unique qui est une suite de caractères, de 12 caractères alphanumériques. Et on a commencé à détecter ces adresses MAC très rapidement après les premiers vaccins anti-Covid. Nous, on l'a confirmé aussi, on a fait beaucoup d'essais, on a bien vu qu'effectivement, plus on avait une concentration de personnes qui était importante, plus on avait ces signaux-là. Et donc, on a voulu pousser le bouchon en se disant, bon, in vivo, on a l'impression que les personnes vaccinées émettent cette adresse MAC. En tout cas, on a de fortes suspicions. Mais est-ce que in vitro, ça fait la même chose? Donc, du coup, on a dit, ben, c'est là qu'on a dit avec Seb, pour Nexus 3, on va faire le test.
on prend un tube à essai, on met notre sang et on va rajouter quelques doses de vaccin pour voir si le tube émet une adresse MAC. On a fait le test 3 fois. Hein. Une première fois, c'était il y a longtemps, au début, parce qu'au début, on avait compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et là, au fur et à mesure qu'on avance, on refait l'expérience 2 fois et à chaque fois, on a une adresse MAC qui se lève lorsque le tube est injecté. Là, tu peux Il faut du liquide biologique, en fait. Il faut la présence de sang. La bulle, le petit flacon de vaccin seul ne produit. Non. Effectivement, c'est une parce que dans le très bonne tube, question. on pense que les micropuces ou les microéléments sont protégés par un voile. Et que ce voile est certainement déchiré lorsque le sang rentre en contact avec l'injection. On pense que les micropuces se libèrent ou au moins sont libérées pour pouvoir communiquer. Il y aurait probablement, peut-être, alors c'est pareil, ce sont des théories que nous émettons, nous, on a pas mal d'hypothèses, probablement une histoire d'enzyme qui permettrait d'activer les puces en fait quelque part. Voilà, une fois en présence d'éléments biologiques comme le sang, le signal serait émis. Mais là aussi, ce sont des hypothèses, on n'a pas de protocole. Ou alors le fer, peut-être, le fer des globules rouges qui pourrait nourrir, entre guillemets, quelque chose, un phénomène électrique. Tout à fait. Est-ce que ça peut être la température? Ça pourrait être la température, ça peut être le pH. Ça peut Alors, être nous, autre chose. quand on a fait l'expérience, on a maintenu une température à 37 degrés. Hein. Mais dans un flacon seul, même sorti du frigo pendant plusieurs heures, on n'a jamais eu d'adresse MAC qui ont été émises. Donc, la température seule ne suffit pas, n'est pas suffisante. Ça dépend, si c'est vraiment la température qui détruit le biofilm, pourquoi pas? Nous, on a vraiment l'impression qu'il faut du matériel biologique pour que ça soit actif. Mais là aussi, on n'a pas tous les détails. À 9h15, le prélèvement sanguin chez une personne non injectée est fait, et on y ajoute une dose d'ARN messager dans le tube. À 9h55, après 40 minutes, nous effectuons un scan Bluetooth. La recherche d'appareil s'effectue. Aucun appareil Bluetooth détecté. À 10h45, après 1h30, nous détectons des signaux sur un ordinateur équipé d'une antenne Bluetooth ayant une grande sensibilité. Un pic est détecté avec une fréquence maximale à 2,427 GHz. Pour les néophytes, la plage de fréquence d'un émetteur Bluetooth est située entre 2,4 et 2,48 GHz. Dans le même temps, notre appareil équipé du scanner Bluetooth détecte une adresse MAC, soit à 10h50. De retour au domicile, nous procédons à la vérification de l'adresse MAC détectée sur un site qui référence la liste officielle des constructeurs, la liste WI. Le résultat de la recherche indique correspondance non trouvée, c'est-à-dire que cette adresse MAC n'appartient officiellement à aucun constructeur. Le prélèvement sanguin ayant généré cette adresse MAC est ensuite observé au microscope. Nous retrouvons des formes géométriques semi-transparentes avec de petits points réfringents. Ce même type d'observation avait été fait dans Nextdose 2, mais que contiennent ces injections? Nous détectons aussi des microfilaments de nature inconnue. Voilà, donc pour l'observation in vitro de la génération de ces adresses MAC, bon, on l'a faite plusieurs fois, cette observation, et en présence de nombreux témoins d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en zone isolée, en zone blanche. On n'avait absolument aucune communication possible par téléphone portable. On est resté 2 jours sur le lieu. On a investi les lieux quelque part pour être sûr qu'il n'y ait aussi personne dans les environs à moins de 100 mètres pendant les 2 heures d'expérience. Voilà, en l'occurrence, effectivement, c'est pas la seule preuve, mais c'est une preuve de plus, comme quoi on a bien du matériel de type puce et antenne et qui peuvent générer ce type d'adresse MAC. Donc, on est bien sur des microsystèmes avec une émission-réception de données et quelque chose qui est de cet ordre-là.
ça fait beaucoup d'éléments et aujourd'hui, on a, je pense, suffisamment de preuves pour se dire que on n'a pas du tout affaire à des vaccins, on a vraiment affaire à des implants de microtechnologie et il va falloir que ceux qui se disent résistants ouvrent les yeux et admettent enfin les preuves qu'on a. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que depuis les années 2017-18, il existe des microsystèmes qui sont injectés dans le corps humain par voie orale à des patients qui sont consentants pour détecter des bactéries ou des virus qu'ils auraient dans l'estomac, dans l'intestin ou dans l'intestin grêle. Et puis ces microsystèmes, ces petites puces, puisque c'est de la silice, donc la silice c'est du sable, mais ça c'était des microsystèmes qui sont plutôt assez gros, c'est des petites puces qui font 2 mm de long, 380 microns d'épais et 500 microns de large. Donc c'est déjà c'est un grain de sable, quoi. Et en fait, le patient, il en avale 7 ou 8, une dizaine. Et puis, le médecin vient interroger ces puces quand elles sont dans l'estomac, donc 5-6 heures plus tard. Et puis, elles suivent les voies naturelles et elles sont recrachées ensuite. Voilà. Mais ces puces-là ne donnent pas naissance à une adresse MAC. Et ça, c'est des traitements qui sont des traitements avec patients consentants et patients éclairés et avertis. Tout à fait. Ce que tu nous avais dit aussi, c'est que on a affaire à ce qu'on appelle des dispositifs médicaux implantables, et que dans ce cadre-là, a priori, il faut absolument le consentement de la personne pour pouvoir ingérer ces puces ou les injecter si en l'occurrence il y aurait besoin de les injecter. Là, elles sont trop grosses en fait. Elles ne passeraient pas dans les elles passeraient pas les parois tissulaires. Donc, elles sont, on peut les avaler et elles suivent les voies naturelles pour ressortir du corps, mais on peut pas se les mettre en piqûre dans les muscles. Ça passerait pas les tissus. Oui, celle que tu décris, mais après celle qu'on a observée nous du coup dans les fioles, elle passe très très bien à travers une seringue. On a évalué qu'on pouvait en mettre environ 800 dans le trou d'une seringue. Oui, bien sûr, elles sont beaucoup plus petites. Plus elles sont petites, plus elles vont passer. Ok, merci pour ces précisions en tout cas, Jacques. Merci beaucoup. On a terminé en gros la présentation. Hein. Aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur les solutions. Enfin, on nous demande beaucoup de solutions. Mais c'est une question qui est très très délicate à aborder parce qu'effectivement, on n'a pas réponse à tout et surtout, on n'a pas une solution. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il faut éviter de rajouter du mal au mal. Quand on dit ça, c'est bien beau, mais effectivement, si on a déjà fait 1, 2 ou 3 doses, il faut éviter d'en rajouter. C'est le bon sens, mais après, chacun fait comme il entend. Nous, on a fait quelques observations qui étaient intéressantes au niveau des filaments de graphène. Et effectivement, certaines personnes qui ont fait des protocoles pendant un bon mois de cure avec du NAC, la N-acétylcystéine, ça nous a semblé être intéressant. On avait une amélioration, en tout cas, visuellement, entre avant et après la cure, on se retrouvait avec... Mais les patients aussi nous disaient « aller mieux ». Et ça reste tout à fait subjectif. Hein. C'est très subjectif et c'est très empirique comme méthode. Donc on ne peut pas non plus être ferme et définitif là-dessus, mais c'est une piste qui nous paraît en tout cas intéressante. Sachant qu'en plus, quand on sait que le NAC est l'antagoniste du Doliprane, en cas de surdosage, ça nous donne aussi une piste de réflexion. Les autorités ayant conseillé fortement, la consommation de Doliprane en période de crise. Le Doliprane fait en fait chuter le taux de glutathion. Et le NAC est le précurseur du glutathion. Et en plus, est l'antidote du Doliprane. Donc, ça fait qu'on se pose des questions. On se pose quand même beaucoup de questions là-dessus. Et effectivement, on a l'impression que les personnes qui prennent du NAC déjà vont mieux et en plus visuellement au microscope on a l'impression d'avoir des résultats bons. La vitamine D3 effectivement aussi nous semble être intéressante parce que c'est quand même
connu, reconnu et archi-documenté. Au niveau du système immunitaire, la vitamine D3 est la molécule clé. Donc, on la synthétise naturellement grâce au soleil, mais en général, c'est plutôt pendant la période du printemps au début de l'automne. Mais pendant la période hivernale, plus on monte dans le nord d'ailleurs, pire c'est, effectivement, on va tous être en carence en vitamine D au fur et à mesure qu'on rentre dans l'hiver. Donc ça nous semble aussi être un conseil de bon augure que de dire aux gens de faire des cures de vitamine D3, qui est la vitamine D naturelle, la D3, alors que la vitamine D2 est une vitamine synthétique. Ça nous semble aussi être une question de bon sens. Étant donné qu'on observe que le système immunitaire est très attaqué, essayez de le soutenir avec la vitamine D. Ensuite, l'activité physique. L'activité physique, de toute façon, ça a toujours été d'actualité, et je pense que Kevin en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, aller dehors, se promener, profiter du soleil, se mettre voire pieds nus pour se décharger du point de vue énergique, c'est pas stupide. Ça mange pas de pain, ça tue personne, et pourquoi pas? Dans tous les cas, l'activité physique va avoir un effet important sur le moral, sur la gestion du stress, sur tout un tas de phénomènes au niveau physique, d'élimination de toxines, etc. Et elle ne peut être que bénéfique. Mais là où je mettrais un bémol, c'est sur des activités physiques intensives. Donc les choses qui vont être très intensives, effectivement, si on a du graphène dans le sang, ça pourrait aussi engendrer des dégâts potentiels au niveau du corps. Mais une activité physique régulière nous semble aussi primordiale pour tous les niveaux. Et ensuite, ce qu'a dit Kevin, qui était vraiment très très intéressant, hein, c'est la réduction de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Étant donné qu'on est a priori sur des technologies qui fonctionnent grâce aux ondes, évidemment, réduire notre exposition est une des clés pour permettre d'éviter d'empirer les choses. Donc, je sais que plus on a de ce qu'on appelle l'électrosmog, donc le champ, toutes les ondes en fait qui s'accumulent au niveau de notre environnement. Hein. On a la Wi-Fi, la 3G, la 4G, la 5G. Ça fait beaucoup d'ondes qui se multiplient en fait, qui se rajoutent les unes aux autres. Donc, essayer de réduire au maximum dans notre environnement quotidien, ne serait-ce qu'au domicile, nous paraît être vraiment quelque chose aussi d'important. Après, chacun fait à sa mesure, mais ne serait-ce que couper le Wi-Fi chez soi, essayer de rebrancher des fils, des câbles, plutôt que d'être tout en non connecté, en non filaire, pardon, nous semble être quand même quelque chose d'assez important. Voilà, on va pas aller plus loin sur les solutions parce que nous, on n'a pas de solution magique, hein, mais déjà, ce sont quelques pistes de réflexion et je pense que c'est des pistes de bon sens. Nous, je pense qu'on a terminé. Après, on avait une diapo avec quelques citations. Ce ne sont pas des citations les plus joyeuses, mais elles nous permettent de remettre les choses dans leur contexte. On sait qu'aujourd'hui, quand on regarde la littérature, en fait, rien n'est caché, tout est disponible. Mais c'est pareil pour les personnalités de ce monde qui sont aussi beaucoup vues et beaucoup soutenues par les dirigeants. Hein. On va voir par exemple Klaus Schwab qui, en janvier 2016, nous parlait déjà de la fusion du monde physique et biologique. Il disait en 2016, certainement dans les 10 années à venir, mais d'abord on va les implanter dans nos vêtements et après on pourra s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être, il y aura une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Il l'a encore dit récemment, hein, on est arrivé à faire la fusion entre le corps humain et la machine. Tout à fait. Ça, il l'a annoncé il y a 2-3 mois, de façon beaucoup plus directe. Yuval Harari aussi, en novembre 2018, nous a dit, ça c'est assez intéressant quand même, il faut se le remémorer, hein. Nous sommes maintenant des animaux susceptibles d'être piratés. Pour pirater un être humain, vous avez besoin de 2 choses, des données biométriques, lieu de déplacement, achat, etc.
et des données sur ce qui se passe dans votre corps et votre cerveau, et d'une grande capacité de calcul pour donner un certain sens à toutes ces données. Et ces algorithmes peuvent prédire mes choix, mais aussi manipuler mes désirs. Si vous hackez un système, alors vous pouvez aussi le réingénier ou le remplacer complètement. Bon, c'est assez direct, franc. Il a renchéri en octobre 2020. Et ça, c'est certainement la citation la plus importante à mon sens dans tout ce qu'ont pu dire les uns et les autres. Lorsque les gens regarderont en arrière, la chose qu'ils retiendront de la crise Covid est que c'est le moment où tout est devenu numérique. Et peut-être le plus important, tout cela a été le moment où la surveillance a commencé à se faire depuis sous la peau. Parce que vraiment, nous n'avons encore rien vu. Nous avons eu la révolution informatique et la révolution des sciences biologiques, et elles sont sur le point de fusionner. Le capteur biométrique est la technologie qui convertit les données biologiques en données numériques, qui peuvent être analysées par des ordinateurs, et ayant la capacité de vraiment surveiller les gens sous la peau. C'est le plus grand changement de jeu de tout. Je vous laisse méditer sur ces paroles, et au vu de nos observations, je pense que la boucle est bouclée. On sait qu'ils font toujours ce qu'ils disent, et qu'ils disent ce qu'ils font. Donc, moi, je ne peux que constater, d'après tout ce que vous avez apporté comme information, que nous avons l'intention, puisqu'il y a des brevets qui sont assez surprenants, pour ne pas dire plus, des projets dont ces citations font largement écho. On a l'état des gens, les injectés ne vont pas bien. L'immense majorité des personnes injectées se plaint de ce que Kevin a évoqué, donc fatigue, essoufflement. On voit effectivement de l'anémie, on voit tout un tas de choses qui indiquent que le système immunitaire est en grande difficulté. Et on a vos constatations, donc vos constatations in vitro, in vivo. On a vos mesures, les mesures de ces champs électriques, ces champs. On a les gens qui ont des curieuses propriétés électromagnétiques et qui gardent les objets métalliques collés au site d'injection. On a ces adresses MAC et cette hallucinante découverte que vous avez faite sur le petit flacon de sang additionné de produits pseudo-immunisants là, dans un endroit désert où vous n'avez pas de voisins, vous êtes resté 2 jours, vous avez vérifié matin, midi et soir qu'il n'y avait aucune adresse qui apparaissait et tout à coup, au bout de 1h50, votre expérience flash, je vais dire, parce que ça apparaît, c'est réel. Et on a aussi les capacités techniques, puisque Jacques nous explique tout un tas de technologies qui existent et qui sont à disposition. Mais je pense qu'avec tous ces éléments et le fait que certains grands résistants sur la scène internationale ont aussi les mêmes conclusions, on peut quand même se demander pourquoi des gens qui aujourd'hui récoltent des fonds au nom de la résistance pour porter telle ou telle action, comment n'ont-ils pas eu l'idée de faire la même chose que vous et d'apporter ça, parce qu'il y en a qui sont bien mieux placés que nous pour faire ça. Pourquoi ils n'ont pas été apportés ces éléments de preuve à la justice, par exemple, parce que là, on ne pourrait pas faire autrement que d'attester qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je pense que les gens ont besoin de tirer les conclusions qui s'imposent de tout ça. Il y a des résistants qui ont des postes bien judicieux et de l'argent pour faire un travail vraiment efficace avec tous ces éléments qu'on a. C'est un puzzle à reconstruire et ils ne le font pas. Malheureusement, donc je pense qu'on va vraiment pouvoir poursuivre nous et en espérant qu'à un certain moment on soit entendu par des personnes mieux placées, plus influentes peut-être et surtout honnêtes
pour qu'elle puisse nous apporter le poids qui manque à faire éclater la vérité. Alors, vous avez récolté toutes ces informations et vous les avez mises dans un livre, votre dernier né, qui est disponible à la vente. Et on aimerait bien justement pouvoir montrer ce livre pour que les gens puissent l'acquérir et voir de leurs yeux les magnifiques photos, enfin magnifiques, les photos absolument surprenantes et les hypothèses que vous en tirez pour que chacun puisse se faire son idée de ce problème qui va se poser, je le crains, un peu partout dans le monde. Voilà, donc Covid-19, le narratif à l'épreuve du microscope par les Next Dose. Tout à fait, merci beaucoup. Effectivement, c'est un livre qu'on a écrit pendant 4 ans en fait. Donc on a commencé dès le début des injections, dès le début de la crise du Covid. Et on l'a complété au fur et à mesure, après, avec nos observations au microscope. Donc en complément de l'historique qui s'est déroulé sous nos yeux. Les commentaires, les ajouts politiques et compagnie. C'est capital, hein, les témoignages. Nous sommes dans une période où justement, on essaye de nous effacer la mémoire, on essaye de brouiller les cartes et ils modifient même les livres. Donc, c'est vraiment capital qu'on ait des preuves comme ça, des traces de ce que nous avons vécu, de ce que vous avez vu. Et c'est, je pense, un outil extrêmement important que vous avez là à disposition de tout un chacun. C'est nécessaire et utile parce que forcément, on a des preuves, on les met sur papier, chacun peut se réapproprier et se réapproprier l'histoire. Je vous passe commande d'ailleurs. J'en veux. Et